Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On continue avec notre série sur le JJB, le Jiu-Jitsu brésilien, avec un invité de marque aujourd'hui. C'est un honneur, c'est un plaisir de le recevoir, car aujourd'hui, j'ai avec moi Bruno Le Gall, qui est à la fois entraîneur, préparateur physique, préparateur mental, coach. Il intervient spécifiquement dans les sports de combat, notamment le judo, la boxe et le jiu-jitsu. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Méditation. C'est un plaisir, hein. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous retrouver, surtout de pouvoir partager avec tout le monde. Yes, on va avoir plein de choses à se dire aujourd'hui. Moi, je suis très curieux d'avoir ta vision, qu'on puisse revenir aussi sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers la préparation mentale? Avant de démarrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Moi, rapidement, donc j'ai été CTS judo pendant 28 ans et pendant les 8 dernières années, je me suis occupé de l'équipe de France de Jiu-Jitsu. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis investi dans la préparation mentale. Donc en parallèle, je me suis formé sur plein de choses, tout ce qui concerne soit préparation physique, soit préparation mentale. Et puis depuis 2 ans maintenant, j'ai quitté mon poste de CTS et je suis à l'université de Poitiers. Yes. Excellent. Je crois que tu as un gros parcours aussi dans la PNL. J'aimerais qu'on parle de ça aussi. Et avant de rentrer dans les détails, globalement, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, à quel point le mental est important dans les arts martiaux? À quel point c'est important dans les arts martiaux, je te dirais, pour moi, c'est 100%. Simplement, c'est que le corps n'est qu'une émergence de l'inconscient et donc du coup, pour pouvoir être prêt, il faut être prêt dans sa tête. C'est hyper évident qu'aujourd'hui que tous les athlètes sont prêts techniquement, physiquement et stratégiquement. Ils sont tous au top du top et aujourd'hui, la différence, elle se fait uniquement dans la tête. Donc c'est important parce que c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est tout à fait, c'est vraiment ça. C'est cette différence, elle va se jouer là-dessus et des fois, elle se joue à quoi? À peu de choses, mais parce que c'est préparé à l'avance et c'est anticipé et que le principe de la préparation mentale ou d'autres, c'est de pouvoir préparer l'imprévu en fait, c'est de gérer les imprévus et quand l'imprévu arrive, j'ai suffisamment de disponibilité et de lucidité pour faire face à cet imprévu. Yes. Ok, super. Maintenant, on est encore un petit peu en début de saison là, on arrive sur fin septembre, la saison est quand même entamée, il y a peut-être des compétitions qui ont déjà démarré, d'autres qui vont arriver. Selon toi, comment on se prépare mentalement à vivre une saison? Comment on planifie une saison mentalement? Comment on travaille autour de ses objectifs, de ses compétitions? Comment ça se met en place en début de saison, ça, selon toi? Après, pour certains débuts de saison, milieu de saison, en fait, c'est vrai que nous en France, il y a les vacances scolaires qui coupent et une saison, elle est en continu. Si on prend les athlètes de l'équipe de France, ils ont été au championnat d'Europe au mois de juin. Certains ont fait les Jeux mondiaux en juillet et ils vont avoir les championnats du monde au mois de novembre. Donc, si tu veux, la saison est déjà entamée. Ils sont déjà sur un travail particulier par rapport à ça. Donc, je pense que il faut être au clair sur les objectifs. Il faut fixer un objectif à long terme. C'est quoi mon objectif de la saison? Et puis, à partir de là, une fois que l'objectif de la saison est déterminé, imaginons un championnat du monde, à partir de là, il y a des étapes à passer. Et donc, du coup, il faut prévoir des sous-objectifs en disant que pour accéder au championnat du monde, il y a des phases sur lesquelles il faut être présent, championnat d'Europe ou tournoi de sélection. Ça dépend des modalités des fédérations.
Et une fois que tu as passé que tu as fixé ces sous-objectifs, et ben, c'est de dire, il y a des compétitions qui vont te servir pour aller chercher les qualifications. Et ensuite, tu as des compétitions qui, pour moi, sont des compétitions d'entraînement. On s'entraîne Ouais. uniquement en disant, bah, l'objectif de cette compétition, c'est quoi? C'est simplement de tester ce que j'ai travaillé à l'entraînement pour savoir où j'en suis. C'est une méthode d'évaluation qui est hyper importante pour savoir quels sont les progrès qui ont été faits. Yes. Donc tu pars de ce grand objectif qui peut être par exemple le championnat du Mmh. monde, tu découpes, tu reviens, tu reviens, tu reviens, et forcément, à un moment dans ce trajet-là, tu arrives à l'entraînement en Ouais, soi. Pas la compétition qui est en entraînement, mais c'est dans l'entraînement que tu vas travailler tout ce qui va te permettre d'atteindre tes voilà, objectifs. tout à fait. En fonction des besoins de l'athlète, en fonction de ce qu'on a vu sur comment s'appelle ses points forts, ses pistes d'amélioration. Moi, l'idée, je pars tout le temps, c'est de dire que on travaille d'abord les points forts. C'est la priorité, c'est de renforcer les points forts. C'est vraiment hyper important d'aller chercher les points forts. C'est parce que dans des moments difficiles, on ira chercher ces points forts. Et puis une fois qu'on a bien mis en avant les points forts, et ben on va chercher ensuite tout ce qu'on appelle les pistes d'amélioration dans les différents domaines, que ça soit stratégique, mental, technique et physique. Voilà. Donc l'idée c'est toujours jouer, de faire ce va-et-vient entre ce que je sais faire, ce que je maîtrise, ce que je peux encore renforcer dans ce que je maîtrise, et ensuite mes pistes d'amélioration. C'est toujours ce va-et-vient. Yes. Mais donc ça demande déjà une certaine connaissance de soi et de son niveau sportif pour savoir ben, où on en est, quels sont vraiment nos points forts et quels sont nos axes d'amélioration. D'où l'importance que, si tu veux, moi, dans le cadre de la préparation mentale, c'est qu'il y a toujours un gros travail qui se fait sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, quels sont mes points forts dans tous les domaines. Tu as reçu Anthony Met sur un podcast. Moi, je suis issu aussi de son école, à Anthony, de chez Focus. Et du coup, c'est comme tout, c'est la lucidité. La lucidité, c'est une phase simplement d'évaluation. J'évalue exactement d'abord tout ce que je peux évaluer concernant l'athlète, que ça soit dans les différents domaines. Et une fois on est bien lucide sur cette phase-là, là, bah, à partir de là, on peut démarrer le travail. On démarre pas le travail sans évaluer, en fait. Mhm. Ouais, c'est vraiment la fondation de tout travail de préparation mentale, c'est d'être au clair sur où en est l'athlète au moment là où on travaille avec Ouais, et lui. puis, et puis surtout, c'est que l'athlète, souvent, il a l'impression de se connaître, et puis il découvre en fait qu'il a un potentiel caché, et que Mhm. le fait de le verbaliser ou de l'écrire, de le relire, à un moment, on se dit, mais en fait, mais j'ai ça en ma possession, en fait. Mhm. Et, et en Yes. fait, l'idée, c'est de faire c'est de faire émerger les ressources. Et une fois qu'on l'a, qu'elle a pris conscience de ce que la personne était capable de faire, à partir de là, on peut construire. Mmh. OK. Tu parlais donc de ton passage, chez Focus, l'école de préparation mentale. Est-ce que donc tu peux revenir un peu, plus en détail sur ton parcours, peut-être parcours sportif et du coup, en tant que coach, entraîneur et jusqu'à la préparation mentale? Alors en fait, pour faire très simple, j'ai démarré le judo très tôt, et ensuite j'ai fait Mmh. le circuit de la filière d'accès au haut niveau dans la Fédération française de judo. Donc je suis passé par là, j'ai passé par un sport-études, ensuite par un pôle France, sport universitaire, etc. Et puis j'ai passé un concours de catégorie A, et ensuite je suis devenu entraîneur responsable de pôle. Voilà, je me suis occupé pendant très longtemps d'athlètes de pôle France. Et à un moment, bah, en même temps, j'étais aussi compétiteur, voilà. Et puis je me suis rendu compte que il y a des choses que je maîtrisais parce que j'étais très axé physiologie, c'est-à-dire que je pensais que si on avait un gros cœur et une bonne technique, on pouvait s'en sortir. Et en fait, ce Mmh. qui me manquait le plus, c'est ce que j'avais devant les yeux, ce que je voyais pas. Et puis à un moment, je me suis mis à faire de la Ouais. compétition dans du Neoasa, donc c'est la partie identique que le JJB, hein, sauf que c'est pas la même fédération. Et très Mmh. tardivement, j'ai réussi à faire un championnat du monde. Et ce jour des championnats du monde, et ben en fait arrive ce qui doit arriver, c'est ce que tu veux pas voir ou ce que tu veux pas entendre ou ce que tu dénies en fait, ça remonte, et bah c'était le mental qui manquait. J'étais prêt partout, donc bah, ce championnat du monde a été un petit peu comme on dit, révélateur de quelque chose. Donc en soi, même si je fais cinquième sur les mondes, c'est
c'est un échec pour moi en termes de résultats, mais en fait, ça a été le démarrage d'une grande aventure sur tout ce qui va susciter la préparation mentale. Et ensuite, donc, je suis allé me former dans différents secteurs avec la PNL, avec le coaching professionnel, avec Focus, et puis en même temps, aujourd'hui, avec Action Type. Yes, mais c'est super intéressant parce que tu as déjà toi-même un parcours très étoffé en tant que sportif de haut niveau et compétiteur, ce qui n'est pas le cas de tous les préparateurs mentaux. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est intéressant parce que toi, ta prise de conscience, c'est comme cette expérience transformatrice, c'est cette compétition-là très spécifique dont tu parles, où tu te rends compte que tout ce que tu as mis en place techniquement, physiquement, ben, finalement, il suffisait d'un petit grain de sable dans la machine pour que ça parte en... Ça s'effondre en Ouais, bah fait. en fait, c'est révélateur. Et je pense que, enfin, je vais dire nous, parce que beaucoup d'athlètes sont sûrement dans ce cas-là. On est conscient de quelque chose et puis par moment, on veut pas le voir, tout simplement. Parce qu'on soit on n'est pas prêt, Mm. soit on n'a pas une ouverture d'esprit suffisamment importante parce que notre culture, nos filtres, entre parenthèses, nous ferment les yeux. Et à un moment, quand on est confronté à l'échec, il y a deux façons, hein. Soit un moment, bah, l'échec nous fait arrêter, soit un moment, il nous permet de rebondir. Et je pense que c'est de savoir rebondir dans ces moments-là. Et puis, une vertu du judo, entre guillemets, c'est bah, quand tu tombes, à un moment, il faut te relever. Et puis, si tu veux pas retomber, bah, il faut Mhm. réfléchir pour dire, bon, j'ai fait cette bêtise et à partir de là, je dois corriger. Voilà, donc c'est partir de cette philosophie-là, en disant, à un moment, je suis tombé, j'ai eu un échec, comment je peux faire pour rebondir et puis pour repartir sur quelque chose qui va me rendre, entre guillemets, plus compréhensif de ce que j'ai fait, donc avoir une analyse sur soi, prendre ce temps du coup de poser les choses, de réévaluer, et puis d'avoir surtout un bon Mhm. questionnement et d'avoir des personnes qui soient capables de t'accompagner en étant formées, parce qu'un accompagnement, ça se fait pas comme ça. L'expérience, Mhm. c'est hyper important, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Ouais. Et c'est bien, on peut parler un peu plus jiu-jitsu brésilien, puisque cette série de podcasts aussi, elle est liée au fait qu'en mois de janvier, il y aura les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien en France, à Paris. Et donc, pour plein d'athlètes français, c'est un événement assez important. J'ai déjà échangé avec certains pratiquants qui, voilà, eux, se préparent pour les championnats d'Europe, ont ça en tête et tout ça. Et donc, beh, qui entament leur préparation technique, physique et aussi mentale. Si on repart sur l'entraînement de jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un sport, comme beaucoup d'autres, comme tous les sports peut-être, mais qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de rigueur, de persévérance. Mmh, selon toi, avec quelle mentalité justement il faut aborder l'entraînement? Il faut aller à l'entraînement avec quel mindset, quelle intention? Alors, bon, Quand on est en vue de préparer les championnats d'Europe, on a toujours ça en tête dans le de ma viseur. pratique pure, moi, en JJB, hein, donc ça, moi, j'ai commencé JJB très tardivement, ça fait Mmh. 12-13 ans à peu près, donc tu vois, ça remonte. Je faisais quoi? Je faisais Mmh. 150 km pour pouvoir aller m'entraîner, pour pouvoir apprendre, et puis je rentrais le soir, je faisais 2 fois par semaine, donc c'est un investissement, voilà. Ça démarre sur un investissement, mais avant de savoir ce qu'on a besoin, c'est de dire quand je fais quelque chose, c'est quel sens je donne à ma pratique. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je monte sur Ouais. le tapis pour dire euh, je viens juste faire du loisir? En fait, le Mmh. sens, c'est la motivation. C'est est-ce que je viens pour préparer de la compétition? Est-ce que je viens pour faire du loisir? Est-ce que je viens pour au contraire m'entretenir? Est-ce que c'est du sport santé? Après, c'est une fois que la personne elle a bien déterminé quel était son objectif premier, son but. Je vais appeler ça un but parce que c'est quelque chose de très Mmh. large. À partir de là, bah, ça se décline en objectif et puis l'athlète bah, se prépare ou la personne qui vient en loisir ou autre, elle vient pour pouvoir répondre à son besoin en fait. Et une fois que tu as déterminé Mmh. bien en disant voilà, tu viens, je veux préparer les championnats d'Europe, puisqu'il y a ceux de Paris. Bon, alors maintenant, quels sont les moyens que je mets en place pour pouvoir répondre à l'objectif? Il faut Mmh. que Mmh. l'objectif soit très précis, très clair. Il y a beaucoup Yes. d'athlètes qui disent je viens pour gagner. Mais moi, gagner, c'est pas un objectif. Mmh. Parce que Mmh. gagner, ça Ouais. dépend en grande majorité des autres. Il y a une part pour soi, il y a une part qui dépend des autres. Et dans les formations PNL que j'avais ou que j'ai encore, on rappelle souvent qu'un objectif, il doit dépendre de soi. Il peut pas dépendre des
autres. Hmm. Donc du coup, pour gagner, il va falloir mettre des choses en place. Donc j'ai besoin de quoi pour gagner? Ça veut dire que j'ai besoin d'être au top physiquement. Est-ce que ça dépend de toi? On vérifie. Sur la stratégie, qu'est-ce que je mets en place? Donc qu'est-ce qui dépend de moi dans la stratégie? Sur tout ce qui est technique, qu'est-ce qui dépend de moi? Et puis dans le mental, c'est bien, mais c'est pareil. C'est qu'est-ce qui dépend de moi dans ma préparation? Donc du coup, en général, c'est de tout donner. Si je donne tout, il y a forte chance que tous les voyants s'allument, tout est ouvert, et qu'à partir de là, on puisse aller vers l'objectif. Mais même tout donner n'est Yes. pas encore suffisamment précis, parce que du coup, il va falloir décliner qu'est-ce que ça signifie pour la personne de tout donner. Donc, en fait, Mhm. c'est Ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis de le fait de l'importance d'avoir un objectif centré sur soi, parce qu'on peut entendre aussi parfois certains sportifs dire je le fais pour mon club, je le fais pour ma famille, je le fais pour mon coach. Et donc finalement, cette motivation, elle n'est plus centrée sur soi, mais elle est centrée sur les autres. il y a deux systèmes de motivation. Tu as la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Si tu as une Mhm. motivation intrinsèque tournée sur soi qui est prioritaire par rapport à l'extrinsèque, c'est équilibrant. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand on a besoin d'un petit coup de boost, l'extrinsèque vient alimenter l'intrinsèque. Donc en fait, c'est un juste équilibre D'accord. qu'il faut avoir pour bien être au clair, parce que l'extrinsèque apporte beaucoup de pression. Donc, Hmm. si on a trop d'extrinsèque par rapport à l'intrinsèque, il va falloir vraiment réajuster le tir pour pouvoir savoir ce qui est vraiment important. Donc déjà, quand on est au clair sur ses motivations, ce qui est important pour soi, ce qui nous motive, du coup, ça permet d'aller chercher, on va dire, les ressources. C'est un peu l'étincelle qui va enflammer la poudre, et puis qu'à partir de là, ça va mettre en route le système, en fait. Ok, super, ouais. Donc, d'où l'importance encore de cette phase de lucidité, d'introspection et Hein. d'évaluation. Mais donc, c'est pas forcément mauvais en soi d'avoir un objectif extrinsèque, mais comme tu dis, il faut vraiment qu'il aille alimenter des objectifs Ouais, c'est intrinsèques. hyper important. Ok, Pourquoi? Simplement, yes. si tu veux, pour donner un exemple concret, euh, souvent, moi, ça m'est arrivé le premier en disant j'ai perdu parce que c'est la faute de l'arbitre. Mais c'est pas la faute de l'arbitre. L'arbitre, il a fait son travail. Mm. Il a fait son travail, il avait son point de vue, il avait son angle de vue qui est forcément différent du mien. Maintenant, c'est si je veux progresser, il faut que je me remette en cause. C'est quoi le problème? C'est parce que j'étais pas prêt physiquement, c'est parce que j'ai pas attaqué au bon moment, c'est parce que j'étais trop juste, j'avais pas suffisamment récupéré, c'est parce que je m'étais pas préparé stratégiquement, c'est parce que j'avais trop de pression. En fait, il faut ramener à soi le fait de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous a mis dans cet état-là. Donc, en fait, c'est un retour sur soi. Je prends l'information et à partir de là, qu'est-ce que je peux modifier qui dépend de moi? Je ne peux pas intervenir sur les autres. Et il y a Yes. tellement de paramètres en compétition, entre l'adversaire, l'arbitre, le public, la salle. Si on était à l'extérieur, il pourrait y avoir la météo. Si on dépendait du matériel, on va voir si Mhm. on avait des vélos, des kayaks. Enfin, tout dépend du sport pratiqué, en fait. Donc, il y a tout ça à prendre Mhm. en ligne de Oui. compte. Et une fois qu'on a réglé, il y a des choses qu'on peut régler sur nous, mais le reste, tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est pas notre sort. Autant concentrer l'énergie dans même et une seule direction. Sinon, c'est une débauche d'énergie pour rien. On sait qu'on n'aura pas la main dessus. Yes. Ouais, ça me paraît très important, c'est vrai, de tout faire, de faire tout ce qui est possible, mais qui est de ton ressort à toi, sur lequel tu peux agir, mais pas trop te préoccuper, en tout cas te mettre la pression avec ce sur quoi tu n'as pas, toi, de moyens Ouais, d'action. et puis en plus, on se met déjà suffisamment la pression sur ce que nous on a, enfin sur ce que la personne a à le faire, que déjà c'est suffisamment important à régler pour pouvoir avancer. Yes. Est-ce qu'on peut, moi ça m'intéresse beaucoup comme sujet, est-ce qu'on peut parler un peu plus de la PNL? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, en quoi ça consiste et surtout, eh ben, comment tu l'intègres à la préparation mentale du sportif et qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, je te dirais deux choses. C'est vrai que j'ai une base PNL hyper importante, mais aujourd'hui, je la couple une formation, avec la formation Action Type. Je mesonne les deux. Pourquoi? Parce qu'on met l'esprit et le corps en relation. C'est super Mmh. important. Pour revenir à la PNL, enfin, les grandes règles de la PNL, c'est de dire qu'on a tous les possibilités de réussir. Si les autres La PNL, c'est programmation neurolinguistique, neurolinguistique. En pour fait, c'est la façon dont on aborde les choses, les process que l'on utilise nous indiquent la façon dont on peut réussir ou échouer, tout simplement. Donc, de dire, c'est que ma vision du monde est différente
de la vision des autres. Mon monde, comme on dit, c'est pas le territoire. On a chacun notre territoire et on a chacun notre représentation. Donc, il faut intervenir sur nos représentations. Ensuite, si quelqu'un a la possibilité de le faire, j'ai la possibilité de le faire. Je copie son process de fonctionnement et je le reprends sur moi. On appelle ça de la modélisation. Ensuite, ce que je dis en première ligne, c'est quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Et ces ressources, elles sont d'abord internes. Ouais. Tu vois, c'est d'aller chercher ça en disant, bah ouais, à partir de là, j'ai toutes les ressources pour pouvoir le faire, j'y vais. Donc, je vais chercher ces informations-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en cours? Bon, il y a plein d'autres. En fait, la PNL, elle s'intéresse à la façon qu'on a de communiquer avec nous-mêmes. Alors, avec nous-mêmes, communiquer avec les autres. En fait, la naissance de la PNL, c'est Bandler et puis, ça y est, j'ai un trou de mémoire, mais ça me reviendra, qui ont modélisé les gens qui réussissaient. Ils ont fait de la modélisation, tout simplement. Ils étaient un issus en psychologie et d'autres de l'informatique, et ils ont mélangé les deux. Et à partir de là, ils ont dit, mais si lui réussit, comment nous, on peut faire pour réussir? En fait, ils ont modélisé les façons de réussir. Et notre cerveau a plutôt tendance à fonctionner par habitude. Pourquoi? Parce que le mode habitude, c'est un mode économique. Mais c'est pas parce qu'on a répété des années des choses et qu'on a fait pendant des années des conneries qu'il faut continuer à le faire, en fait. C'est suffisamment prendre de recul en disant, mais si aujourd'hui ça marche pas, c'est peut-être que le process que j'utilise n'est pas adapté. Donc, c'est d'intervenir sur le process en disant, une des règles, c'est que toujours de la même chose reproduit toujours de la même chose. Et ça c'est Albert Einstein qui disait que si vous produisez quelque chose, si vous travaillez la même chose, si vous utilisez la même chose, vous reproduirez la même chose. D'où l'importance. Vous obtiendrez toujours le même résultat. Exactement. Ouais. Donc, du coup, c'est de voir comment je peux faire. Et au pire, ça marche. Et donc ça, c'est intéressant justement, non, de l'utiliser chez le sportif, cette modélisation. Bien sûr, ouais. Ça peut être utilisé. Moi, ça m'arrive en disant, ben, ok, là ça marche, tu es capable de passer la garde, et comment tu t'y prends? Je sais pas, c'est de l'automatisme, et c'est bien, mais est-ce que du coup, tu penses que tu es efficient à 100%? Ou au contraire, tu pourrais améliorer dans le sens, est-ce que tu es suffisamment économique? Parce qu'on sait qu'un combat de JJB ou du Jiu-Jitsu, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et que plus on sera écologique dans le sens économique et logique, tu vois, c'est une association de deux mots, économique et logique. Et quand tu les associes, ça fait écologique. C'est un peu dans l'air du temps, c'est de dire comment je peux fonctionner pour être le plus efficient possible, parce qu'une fois que j'ai passé la garde, derrière, il faut soit que j'aille chercher une position, soit il faut que j'aille chercher une soumission. Comment je dois mettre en place mon stratagème pour, du coup, pouvoir savoir si ce que je fais, c'est réellement adapté. En plus, le contexte changeant immédiatement, on est dans l'instant, il faut être en capacité de s'adapter. Donc, ça veut dire, j'ai un bon process, et quand j'ai ce process, comment je fonctionne derrière. Ok, énorme. Donc, ouais, ça demande énormément de réflexion sur son jeu, sur ses compétitions passées, sur ses différents combats. Plutôt que de passer d'un combat à l'autre, d'une compétition à l'autre, ça demande à chaque fois une introspection, un retour sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, et ensuite essayer de chercher comment l'améliorer. C'est ça que tu travailles avec tes athlètes, avec les athlètes, quelles que soient les disciplines sportives ou autres, c'est ok. Si un jour tu as réussi, tu es capable de le faire. Si un jour tu as eu confiance pour faire quelque chose, cette confiance, elle est transférable. Elle change de ça, il suffit de la transférer là où tu sais faire. C'est génial parce que c'est valable pour tout le monde, du débutant au professionnel, au haut niveau. On a tous des moments où on a réussi à faire quelque chose, on a passé quelque chose, un geste, un truc, tu vois. Et c'est-à-dire si on a été exactement comme tu dis, si on a été capable de le faire une fois, c'est qu'on avait le bon modèle, le bon enchaînement et qu'on est capable de le refaire, mais il faut être capable de l'intégrer et que ça devienne une sorte de réflexe ou d'automatisme. Alors, il y a ça, et puis souvent, tu sais, je vais faire un lien avec le corps, c'est-à-dire souvent le corps il nous donne une réponse automatique et ça marche. On ne s'est pas posé la question en disant mais ça marche. Et puis quand on commence à réfléchir dessus, on n'y arrive plus. À un moment, c'est qu'il y avait un état qui nous permettait, on avait allumé tous les petits voyants et qu'on s'est laissé aller, en fait, c'est un peu un état de flow, et sans réfléchir, le corps a pris une direction naturelle, en fait. Et si on est capable d'écouter cette direction naturelle, c'est qu'on a été chercher les réponses.
On a été capable de s'adapter au contexte. Donc, une fois qu'on a compris, Ouais. c'est de dire que le rôle de ce travail-là, c'est de dire, bon, je sais comment ça marche. Maintenant, je l'ai fait. Ben, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon process? Alors, du coup, ça veut dire qu'il va falloir questionner le process. Mais quand on questionne le process, c'est pas que du côté technique. C'est-à-dire qu'il va falloir décortiquer l'environnement qui va avec. C'est quel contexte, quel environnement, à quel moment, comment tu t'es préparé avant, quelles étaient les émotions, comment encore à ce Ouais. moment-là, c'était quelle stratégie. Et en fait, ça veut dire qu'il va falloir déposer tout sur la table. C'est comme j'ai plein Mhm. de pièces, il va falloir prendre le temps de poser le cadre, et à partir qu'on a fait ça, on commence à poser chaque pièce, et puis on regarde ce qui va pas. Ouais, énorme, énorme. Et ça, c'est moi personnellement dans ma pratique en ce moment, c'est quelque chose que j'essaye de développer énormément. C'est le suivi, le tracking, comme on dit, de mes performances, même à l'entraînement. Et donc, déjà, ça demande une présence, une très forte présence, une très forte concentration tout au long de l'entraînement. C'est quelque chose qui se travaille. Et ensuite, ça demande ce petit effort après l'entraînement de noter peut-être comment je me sentais, est-ce que j'ai réussi ci? Est-ce que j'ai réussi ça? Quelle a été la chose la plus importante que j'ai apprise? Et C'est cetera. donc d'où ce qui est important dans l'entraînement, c'est quand je viens à l'entraînement, c'est j'ai quel objectif? C'est quoi mon objectif ce jour-là? Ouais. Aujourd'hui, c'est d'aller. Aujourd'hui, c'est je suis face à un gaucher, je suis face à un droitier, il faut que je passe à droite et à gauche mon passage de garde, si on prend ça. Voilà, c'est ça à faire. Mmh. Mais comme tout essai, il va y avoir un paquet d'erreurs. Et c'est parce Ouais. on a tenté et qu'on s'est mis dans l'erreur et qu'on réfléchit, ça nous permet d'évoluer. En fait, il y a un petit livre, tu sais, qui s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pepper. C'est un Oui, tout petit livre qui est oui, oui. passionnant. Quand tu regardes ceux qui ont Mmh. réussi, tu te dis, mais ils ont échoué tellement de fois pour aujourd'hui à réussir à faire quelque chose. Mais par contre, ils ont eu l'intelligence de derrière d'auto-débriefer, de débriefer avec des spécialistes, d'analyser la situation en disant mais quand je réussis, qu'est-ce qui fait que je réussis? Et en fait, si on part de la Mmh. ressource, on part de la réussite pour mettre en place. Donc si la personne, elle se connaît, si elle est au clair sur son potentiel de base, et ben à partir de là, on va pouvoir Ouais. construire. Alors qu'on a souvent tendance en disant Yes. bon, on va améliorer les choses qui vont pas. Non, si tu commences comme ça, tu prends le problème à l'envers. Parce que dans Mmh. un moment OK. difficile, euh, il va falloir s'appuyer sur quelque chose. On appelle ça, tu sais, on appelle ça le bien mal joué. Alors c'est quoi le bien mal joué? C'est que quand je vois que ça va pas, que je suis dominé, que je suis en train de passer une phase de combat difficile, que je me fais mener, il y a un moment il faut dire bon, allez les petits, on revient en base, on revient aux fondamentaux et je recale mes fondamentaux. C'est quoi Mmh. les fondamentaux? OK. Parce que si je suis à l'aise sur mes points forts, je sais que je les aurai toujours. C'est-à-dire que ce potentiel-là, c'est un potentiel acquis et à partir de là, je peux m'appuyer dessus. Et quand Et on est ouais. pris dans la, C'est comment ça s'appelle, dans la tourmente, on est le cerveau un peu bousculé, enfin, le cœur est on a le cœur dans la bouche, on perd sa lucidité, on est peut-être en train de se faire étrangler ou mmh. de prendre une clé de bras, on est en train de se faire passer, on a du retard, en fait, tout part en vrille et indirectement, c'est bon, allez, je pose, je me calme. Déjà, la première chose, je travaille ma respiration, je me calme et une fois que je suis recalmé, je suis lucide, je me repose sur mes appuis, j'allais dire sur mes appuis, mais sur mes fondamentaux et à partir de là, eh ben, j'y vais. C'est reparti. En fait, Et oui. je relance la machine. Mmh. Encore plus dans un sport comme le JJB où justement, la personne, en face, l'adversaire va essayer de nous sortir de notre base, de notre point fort pour nous emmener vers son point fort à elle et tu vois ce que je Bah, veux moi, dire? mon premier prof de JJB, Guillaume, il me disait ta base, elle est où ta base? Et souvent, on ne sait pas Mmh. où on a sa base. Alors déjà, on a la base, on va dire technique, mais il faut aussi avoir sa base personnelle, son introspection, en disant ma base, mon point fort, c'est ça. Moi, ma base, allez, quand je suis arrivé au JJB, j'avais une très très grosse base de judo. J'étais fort au sol, mais je n'étais pas ce que Mmh. j'avais aujourd'hui. C'est parce que c'est pas les mêmes pratiques, parce que c'est différent, puisque c'est pas la même culture. Donc il fallait d'abord assimiler la culture, assimiler, donner du sens. Et moi, j'avais un grip hyper fort, mais c'était à la fois mon point fort comme Ouais. c'était aussi mon point faible. Parce qu'à toute médaille, il y a deux faces, et il faut savoir de dire que si j'utilise ça, eh ben, il peut y avoir aussi un retour il peut y avoir du contre et que ça peut faciliter aussi l'approche. Donc il faut avoir une partie de connaissance de ce que l'on fait en disant je suis au clair sur mes apports, mais aussi les faiblesses que je peux avoir par rapport à ça. Mmh. Ouais, non, mais c'est super parlant aussi l'exemple du grip parce que on sait, voilà, que dans le JJB, c'est un atout exceptionnel d'avoir un bon grip, mais tu peux quand même te faire étrangler, tout en n'ayant jamais lâché le grip, Bah,
Pour faire, moi, j'ai un exemple de vécu, c'est-à-dire j'avais un grip qui était tellement fort quand je saisissais le revers que je prenais des clés de poignet parce que ça donnait un point de fixation et ce point de fixation était tellement fort que en fait, ça neutralisait. Donc il a fallu apprendre à installer du relâchement et comme tout sportif relâché, on est capable de mieux bouger, d'avoir plus de mobilité, de pouvoir passer de droite à gauche et c'est en créant ce mouvement que du coup on crée de l'opportunité. Oh. Et du coup, comment on travaille ce relâchement justement? Alors ce relâchement, déjà il faut le définir. Moi la première chose c'est que je sais pas ce que c'est le relâchement. Je pars pas de moi. Mon expérience, mon modèle du monde est différent de celui de l'athlète. Alors que moi quand je demande à l'athlète, je lui dis qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être relâché? Et déjà, ça permet de savoir s'il a une notion de ce que c'est pour lui, comment sont ses muscles, comment est sa respiration, comment est son état d'esprit. Donc voilà, il va me donner des éléments et à partir de là, moi, c'est à moi de le questionner en disant est-ce qu'à ton avis, dans ta représentation, c'est clair. Et en PNL, on utilise ce qu'on appelle un index de computation. Et l'index de computation, il prend 3 éléments qui sont forcément liés les uns tous les 3 ensemble. En fait, quand tu agis, tu as forcément une pensée, une émotion. Si tu as une pensée, tu as forcément une émotion et un comportement. Et quand tu as une émotion, forcément ton corps y réagit, forcément tu as des pensées. Donc en fait, tu as 3 clés par lesquelles tu rentres. Et moi, c'est mon invariance sur lequel je peux jouer et travailler dessus. Et une fois que la personne m'a demandé dans le relâchement comment ton corps il est, je lui demande quelles sont ses pensées et je lui demande quelles sont les émotions qui sont appropriées avec. Ok, super. Et oui, mais c'est hyper important que tu précises ça parce que c'est pareil pour le relâchement, c'est pareil pour le calme, c'est pareil pour la concentration. C'est hyper important de définir avec l'athlète qu'est-ce que ça signifie pour lui. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de partir D'une définition, quoi, définition. Et les grands coachs, moi je lis beaucoup, les grands coachs, ils partent de la personne, ils partent du potentiel de l'athlète. Et je pense que partir du potentiel, c'est hyper important, alors que ça soit les grands pédagogues. Après, chacun a sa clé d'entrée et chacun fait du travail à sa façon. Et c'est important de comprendre que comment je peux mettre les choses en place en partant de la personne avec qui je travaille. Ouais. Parce que certains seront peut-être plus puissants, d'autres seront peut-être plus physiques, d'autres seront peut-être plus malins, d'autres ont plutôt un mental super fort. Par contre, voilà, mais chacun va pouvoir s'adapter. Donc, en partant des points forts, et du coup, on construit la réussite. Enfin, je construis la réussite. Ça, ouais, parce que chacun fait à sa façon. Yes. Et donc, mais à côté de tout ce travail sur les points forts, tu vas aussi à un moment donné aller chercher les points faibles et essayer de les améliorer pour pas tomber non plus dans le piège où dès qu'on attaque mon point faible, en fait, je perds, je suis Voilà. foutu. Alors après, c'est pour ça déjà aujourd'hui on a la vidéo, on travaille sur la vidéo. Alors c'est les points faibles, c'est de voir aujourd'hui si on reste sur les éléments simples. Si on prend, on va dire, tu sais, l'exemple que j'avais donné, que j'avais utilisé pendant un TEDx, c'est de dire l'entraînement, c'est physique, technique, stratégie mentale. C'est comme un pied de chaise. Tu as 4 pieds. Si tu as tes 4 pieds, tu es stable, tu as ta base. Et si tu as un pied qui n'est pas travaillé, forcément, ça va faire une chaise bancale. À partir de là, c'est de dire, bon, ok, là, on va travailler, on fait de l'analyse technique et on regarde quels sont les points faibles. Enfin, moi, j'appelle pas ça des points faibles, j'appelle ça des pistes d'amélioration. Ouais, c'est plus positif. C'est toujours orienter le cerveau du côté positif, en étant lucide, bien sûr. Et, là, il faut vraiment être conscient de ça. Ensuite, sur l'aspect stratégique, sur l'aspect technique, sur l'aspect physique et sur l'aspect mental. C'est-à-dire que je pose la question en disant, OK, maintenant, on a une vidéo, on regarde la vidéo ensemble, ou on débriefe après chaque compétition importante, c'est de passer aux revues tous les éléments qui permettent à la personne de dire, voilà, aujourd'hui, il m'a manqué ça. Donc, il faut ramener au contexte. On est tel contexte. Quelqu'un, par exemple, si j'ai un athlète, je lui demande de tester son passage de garde sur une compétition d'entraînement. Et à un moment, je vois où lui me dit, j'ai pas réussi à me libérer. Alors pourquoi?
Là, on va travailler sur, ok, mais qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là, en fait? Ou qu'est-ce qui t'en a empêché? Mhm. Est-ce que c'est Mhm. parce que mes Ouais. parents sont là et Et- ça crée de la pression, ou parce que c'est mon ego qui prend le contrôle sur la tâche à réaliser? Tu vois, le rapport toujours tâche-ego ouais. est hyper important. Si je me focalise trop sur l'ego, bah, j'ai trop de pression, donc il faut diminuer la part de l'ego pour aller vers la tâche en disant aujourd'hui c'était quoi ton objectif, et on revient sur l'objectif. Donc définir l'objectif dans tous les domaines, et à la fin c'est on évalue, on regarde l'écart entre ce qui a été demandé et ce qui s'est réalisé, et puis après peut-être que parce qu'on a décortiqué la tâche, on se rend compte qu'on a progressé. Ah, souvent on me dit ouais mais j'ai fait que tenter. Bah, moi quand on me dit j'ai fait que tenter, c'est mieux que de pas essayer. Mhm. Après, la réussite, c'est ok, c'est bien, tu as passé la garde, tu as finalisé derrière, c'est le top. Ok, c'est super. Mais avant de faire ça, il y a des étapes. Et que déjà, en prenant conscience qu'il y a des étapes et que ça fait partie de l'apprentissage, surtout quand on est dans une situation d'opposition où l'adversaire veut la même chose en face, hein. C'est-à-dire que dans tous les sports de combat, il faut rappeler qu'on est la cible, hein, et que l'individu joue avec Mhm. notre corps, hein. Ça veut dire que moi, je donne souvent un exemple pour bien faire la différence entre les sports de combat et les autres pratiques sportives. C'est que quand je suis fatigué et que j'arrête dans une autre pratique sportive, et ben, qu'est-ce qui se passe? On peut laisser passer la balle et on arrête de courir. Dans les sports de combat, quand on Mhm. baisse la garde, et ben, l'adversaire en face, il Mhm. cogne, ou il t'étrangle, ou il met une soumission, Mhm. et à partir de là, là, c'est ta survie qui est en ligne de jeu. C'est très juste ce que tu dis, ouais. Ouais, Et ouais. tout sport est très difficile, hein. Il y a des sports qui sont vraiment très, très difficiles, que ce soit le triathlon, toutes les pratiques sportives, elles ont tous une spécificité. Et il faut vraiment revenir sur la Mhm. spécificité de la pratique. Et puis après, bah, les sports de combat, bah, il y a ça. Et quand on attaque notre intégrité physique, il y a toutes les pensées qui viennent, il y a toutes les émotions qui viennent. Et on est des êtres d'émotion, on est des êtres relationnels, on est des êtres de pensée. Et du coup, la seule chose qui peut nous l'exprimer, c'est le corps. On passe par le corps. Donc, il faut aller chercher les trois aspects. Parce que le corps, comme Yes. on dit souvent, le corps parle. Le corps, il ment pas. Mhm. Ouais, ouais, comportement, pensée, émotion. Est-ce que tu peux nous redire le nom justement de ces trois On appelle éléments? ça Comportement, pensée, un émotion, index de computation. computation. Ok. Super, Il super, faut faire super simple, hein. intéressant. La meilleure chose, c'est toujours la simplicité. Si on a déjà, on a le triptyque, on a ce trépied émotion, comportement et pensée, ça y est, on a la base. On peut pas forcer de retenir le nom savant, tu vois. Moi, je suis pour les choses simples. Yes. Euh, Super. Là, je voulais échanger sur un truc avec toi. Là, j'ai reçu dans le podcast Laurence Ouais. Cousin-Fouilla, qui est une grande championne de jiu-jitsu brésilien. Et on a beaucoup parlé mental et compétition à travers sa vision de Hum, sportive, d'athlète. Il y a quelque chose sur laquelle on est beaucoup revenu, c'est la question des routines et des ancrages. Donc sa vision en tant qu'athlète et ce que ça lui apporte et comment elle le met en place était hyper intéressante. Maintenant, j'aimerais avoir ta vision à toi en tant que préparateur mental quand tu accompagnes un athlète à mettre en place ses routines et ses ancrages, comment tu fais, comment tu fonctionnes. Parce que j'imagine que ça dépend vachement aussi de la personnalité, du type d'athlète, Alors, etc. bah, comme tu dis, hein, c'est propre à chacun. Donc, pour avoir travaillé avec Lolotte, c'était un vrai cadeau, c'est un vrai plaisir. Tu t'imagines, moi, la chance que j'ai eu de travailler avec elle. Déjà, c'est Mhm. en tant que personne, c'est une super personne. Et puis deux, techniquement, j'avais un Top Gun avec moi. Donc, si tu veux, On est au top niveau, ouais. exactement. Donc, à partir de là, bah, on est parti sur ce qu'elle avait en point fort, tout simplement. Voilà, c'est quoi ses points forts? Bah, j'ai ça, ça et ça. Voilà, ok, d'accord. Maintenant, on va les mettre en place et puis on va bien voir ce qui ressort. Maintenant, je lui dis, quand tu pars en compétition, quelles sont les problématiques que tu rencontres? Donc, oui, les problématiques, ok, mais on va pas rester dans le problème, on bascule solution. L'idée, c'est tout de suite de Ouais. transformer en disant, j'ai une problématique, mais en face, il faut que je mette une solution. Alors, ça marche pas. C'est d'accepter que je teste et que ça marche pas. Et si ça marche pas, je réévalue et je réajuste pour pouvoir trouver ce qui correspond. Donc, pour chaque compétition, la dernière compétition, c'était les Jeux pour Laurence.
pour le lot, c'était de dire, OK, on a une stratégie en place, mais on l'a utilisée. On a utilisé le tournoi de Paris, on a utilisé les championnats d'Europe pour faire du réglage, tout simplement. On a utilisé les championnats de France. Voilà. Et puis, bon, du coup, on est parti sur surtout qu'est-ce que j'ai à mettre dans ma routine. Et donc, il a fallu identifier quels étaient les points importants dont elle avait besoin. Donc, on a pris une journée type, on a modélisé une journée, on va dire, la journée qui se passe de façon idéale. Et puis, on a décortiqué la journée dans tous les sens, dans tous les domaines, en fait. Et à partir de là, on a construit des routines en fonction de son besoin, en fonction de son expérience. Elle avait déjà beaucoup d'expérience, donc c'est une richesse. Et ensuite, les routines, elles se sont mises en place en fonction de thématiques précises. Yes. Et ensuite, c'est propre à l'individu. Certains individus ont besoin de quelque chose de plus, on va dire, de plus tonique, d'autres de moins engagé, d'autres ont besoin de quelque chose de très intellectuel, d'autres ont besoin de vraiment d'utiliser le corps. Donc aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est de dire, OK, on a un potentiel émotionnel, pensée et corps, et en fait, je rentre par les 3 axes. Je rentre par le corps avec le profilage d'Action Type, je rentre avec les émotions et puis les pensées avec la PNL. En fait, je joue avec tout ce que j'ai picoré à droite à gauche. Enfin, je ne vais pas dire picoré, c'est qu'aujourd'hui je me suis formé, j'ai passé du temps à me former pour pouvoir avoir des bases solides. Et ayant ces bases, aujourd'hui je peux avoir du recul sur la pratique, puis on essaye. Et il y a des compétitions où on est là aussi pour apprendre. Le résultat, je vais dire entre guillemets, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que j'ai réussi à me concentrer sur ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai appliqué la stratégie qui avait été mise en place? Est-ce que j'ai réussi à mettre le passage de garde que j'ai travaillé pendant des heures et des heures et des heures, pendant 2 mois, 3 mois? Et à partir de là, on débrief et on voit du coup l'écart entre ce qui a été demandé, ce qui s'est mis en place et comment on peut réajuster à chaque fois le tir. Yes. Et on a parlé aussi ancrage. Il me semble que les ancrages, je ne sais pas si c'est spécifique à la PNL, mais en tout cas, c'est beaucoup utilisé dans le cadre de la PNL. Comment ça se met en place? Comment on travaille ça? Est-ce que il faut forcément, pour mettre en place des ancrages pour sa pratique sportive, est-ce qu'il faut forcément être accompagné par quelqu'un qui est formé à la PNL, ou est-ce qu'on peut aussi mettre des petits ancrages dans sa pratique Tous les jours, tout le monde utilise des ancrages. Je vais te donner un exemple. Tu sais, c'est la fameuse Madeleine de Proust. C'est simplement parce que j'ai mangé la madeleine avec une odeur particulière que quand je ressens cette odeur, tout de suite, ça me fait penser à ma grand-mère. Donc pensée, donc émotion. Pensée, donc comportement, et à ce moment-là, j'étais relâché. Ouais. C'est parce qu'à un moment, j'ai fait une association avec une musique et que j'avais une émotion. Souvent, la clé de l'ancrage, c'est l'émotion. C'est parce que j'ai une émotion qui, alors, soit on va dire adaptée ou inadaptée. Je vais pas dire bonne ou mauvaise, c'est adapté. C'est-à-dire ça crée un contexte favorable ou ça crée un contexte défavorable. Ouais, il y a des ancrages négatifs. Forcément, on a tous des ancrages négatifs, c'est-à-dire que on a pris des habitudes et puis on a tellement répété la même chose que ça a ancré quelque chose en nous et du coup on arrive, et du coup l'ancrage crée des croyances. Donc du coup soit des croyances aidantes, soit des croyances limitantes. Et du coup, on fonctionne avec nos ancrages, nos croyances, etc. Donc l'idée, c'est de dire, OK, telle action entraîne telle croyance. Donc en fait, on déconstruit ou on reconstruit des nouvelles croyances par rapport à l'expertise et à la connaissance de l'individu. Et comme c'est possible, on a la chance d'être des êtres de plastique, si tu veux. Avec tout ce qui est neurologie, on s'est rendu compte que le cerveau était très plastique. On pouvait encore apprendre l'anglais à 70 ans, on peut encore apprendre une discipline différente, on peut encore faire du sport, simplement parce que notre cerveau, il est modulable. Et aujourd'hui, ils ont montré qu'en fait, on pensait qu'on perdait des neurones, mais non, on ne perd pas des neurones, on en refabrique. Sauf que la vitesse n'est pas la même, on n'apprend pas aussi vite que quand on a 10 ans, parce qu'on est un peu moins plastique, mais on est toujours plastique. Donc en fait, ça laisse une chance à tout le monde de pouvoir évoluer dans sa vie. Par contre, ça demande quelque chose d'important, c'est qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, tous ceux qui réussissent, soit ils ont du talent, mais à un moment, ils ont forcément travaillé. Et c'est parce qu'on travaille, parce qu'on crée de la répétition, que du coup, on peut aller vers une sorte de performance, entre guillemets. Ouais, pareil, j'imagine, pour
pour un ancrage, il va falloir soi-même le répéter, se le répéter, se le répéter, puis l'utiliser, le réutiliser, le réajuster. En fait, ça dépend. Tu as différentes façons d'ancrer, hein. Soit c'est très Mhm, puissant. Tu fais un ancrage émotionnel où il y a une émotion très très forte à ce moment-là et tu n'as pas besoin de le répéter, tu l'as. Ton ancrage est fait. Et donc, d'accord. du coup, il suffit de réactiver ton ancrage. Je Ouais. sais pas, à un moment, tu as quelque chose de très fort qui crée une émotion hyper importante, qui est aidant pour toi, et c'est à ce moment-là que tu as réussi un geste. Si à ce moment-là, tu fais revenir la personne dans cet état-là, tu la remets dans ce contexte-là, tu lui demandes de repenser, et tu lui dis, est-ce Ok. qu'émotionnellement, tu as tout? Est-ce que sur les pensées, tu es au clair, et sur le comportement, c'est bon? Si tu lui demandes de fermer son poing, très fort, elle va retrouver la Mhm. sensation. Et à un moment, ça va la remettre dans la même disposition pour pouvoir reproduire la chose. Ouais, c'est ça. T'associes un geste, un mot à cet état Et voilà. total, émotionnel, pensée, physique. Et donc c'est comme, bah, tu peux réutiliser, réinvoquer en fait cet Mais, état-là. mais par contre, ça marche aussi en sens inverse. J'ai eu un accident à un Ouais. moment à un tel endroit. Quand je repasse à cet endroit-là, j'ai eu une émotion tellement puissante que ça a laissé quelque chose. Donc, bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut Mhm. faire? Eh ben, il faut désactiver l'encre, réactiver autre chose, travailler sur la croyance. Donc, en fait, c'est toujours un jeu d'entre les émotions, l'encre, les croyances, etc. Super, merci pour ces précisions sur l'ancrage, c'est hyper intéressant aussi. Euh, je voulais aussi qu'on parle de la Oui. méditation. Euh, Pourquoi? Quel bienfait? Est-ce que toi tu utilises ça aussi dans la préparation mentale du sportif? Ouais, bah alors déjà, la première chose, c'est que moi, alors j'ai une règle importante, c'est que je ne fais pas faire quelque chose à quelqu'un si j'ai pas pratiqué moi-même. Ouais, Je peux être d'accord. Donc tu pratiques la Ouais, j'ai méditation? commencé la méditation, comme tout le monde, tous les jours. Ça fait partie de mes Ouais. routines de fonctionnement en disant, bah voilà, je médite, ça peut être 5 minutes, 15 minutes. Et puis, au démarrage, je savais pas faire, et c'est parce qu'à un moment, je savais pas faire que bah, j'ai appris, en fait, tout simplement. C'est parce que j'ai répété, parce que je me suis intéressé à la méditation, parce que j'ai des gens autour de moi qui sont forts et qui connaissent le schéma pour méditer, bah, donc je suis allé les voir. Je suis allé voir des experts tout simplement et qui m'ont expliqué comment faire ou autre chose, me centrer parce que je sentais que ça avançait pas. Mais en fait, je me fixais pas les bons objectifs. J'étais pas au Ouais. clair. Moi, je voulais performer. Il fallait que j'attendais quelque chose. Mais de la méditation, il faut Hmm. rien attendre. Juste le moment d'être dans le temps présent et à l'instant présent. Tu vois. Donc déjà, j'avais Yes. galvaudé l'objectif. Donc déjà, la première chose, c'était d'apprendre en disant tu es ici et maintenant. Et déjà, apprendre à être ici et maintenant, c'est compliqué. Parce que mon corps, Je m'arrête juste un tout petit peu sur ça parce que c'est vraiment important. Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très important par rapport à beaucoup de personnes qui peut-être démarrent la méditation et très vite peuvent se sentir frustrés parce que peut-être sans en être forcément conscients, ils sont dans cette recherche de performance. Il faut que j'arrive à méditer, alors que c'est pas dans cet état d'esprit qu'il faudrait se ouais, placer. voilà, c'est déjà, mais je pense on passe tous par des états méditatifs. Il suffit d'aller marcher dehors et puis de Mhm. dire, bah, tiens, pendant les 3, 4 prochains pas, je vais marcher en pleine conscience, c'est-à-dire comment je pose mon appui, comment je fléchis mon genou, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, quels sont les bruits que j'entends, quelles sont mes pensées, quelle émotion. Là, je suis en pleine conscience, en fait. Je reviens à ce que je suis, à l'état présent, en fait. Ouais. Et c'est Et le but c'est d'intégrer cette pleine conscience, cette présence dans sa pratique Et bien sportive. après, bah, quand tu es en combat, c'est mieux d'être au présent, hein. Mhm. Le pire ennemi du cerveau, c'est qu'il est jamais à l'état présent. Il est toujours soit dans le passé parce qu'il regarde derrière, soit il est toujours dans le Pour le et il est jamais futur. au présent Ouais. alors qu'on a besoin d'être au présent. Pourquoi? Parce que si on est au présent, on est lucide de ce qui se passe, on est adaptatif, on peut réagir très vite ou agir très vite. Mmh. Et la méditation, on va dire la mindfulness, la méditation de pleine conscience, c'est un super outil pour, travailler cette Bah, c'est présence. un, comme tu disais, tu l'as bien dit, puis même les autres personnes que tu as interrogées et qui ont parlé ont clairement dit que c'est d'être au présent. Et donc, du coup, c'est d'être déjà lucide qu'à un moment, je suis plus au présent. Je suis parti. Ouais, c'est Je cette suis parti. Tiens, je suis parti. J'ai même pas vu que j'étais parti. Déjà, c'est ça. Donc, mmh c'est déjà prendre conscience que je suis parti. Ensuite, c'est quand je fais ça, comment je me comporte, dans quel état émotionnel je suis, euh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps,
quelles sont les vibrations que j'ai, comment mon cœur bat. En fait, c'est un tout. Et prendre conscience de son corps, de l'ensemble de son potentiel de l'instant présent, c'est déjà important. Déjà, ça, c'est la première phase. C'est la première phase. Après, c'est de dire, bah ok, aujourd'hui, j'ai des pensées qui s'en vont tout le temps. Ou aujourd'hui, tiens, je suis capable de me focaliser sur ma respiration alors que hier, j'y arrivais pas. Ou au contraire, je suis capable de visualiser, d'avoir un point de focus. C'est de prendre conscience que ça. Et puis il y a des moments, bah, on a nos émotions qui nous emmènent ailleurs. C'est d'accueillir la journée en disant, bah, aujourd'hui, je suis comme ça, je suis en tel état. Et il va falloir que je fasse ça avec, soit parce que corporellement je suis fatigué, soit parce que je suis occupé ailleurs et que mes pensées sont parties, soit que bah, je viens de vivre quelque chose émotionnellement et que je suis encore impacté en fait. L'idée, c'est Mhm. Ouais, vraiment prendre conscience de ça, être dans l'observation et pas dans le jugement. Essayer de ne pas être dans le jugement. Et c'est très important. C'est vrai ben justement, ce moment-là où ben, tu perds ta concentration, et tout ça arrive à tout le monde dans la méditation, quoi. C'est justement le but, c'est ce va-et-vient entre ben, la concentration sur un objet, ça peut être sa respiration ou autre, et cette perte de concentration. Et au moment où tu t'en rends compte, de pas te dire ah j'ai encore perdu ma concentration, c'est pas possible. Alors que ça serait plutôt ah c'est super, je viens de me rendre compte que j'ai perdu ma en fait, c'est concentration. toujours la façon dont on traite l'information. C'est le regard que l'on a sur l'information que l'on reçoit. Est-ce qu'on est indulgent avec nous-mêmes ou au contraire, on est très critique? Alors, pour être critique, elle peut être positive, mais en général, elle a plutôt tendance à être négative. Dire, ok, Mhm. je suis parti. Bon, bah maintenant, je sais que je suis parti, il faut que je me reconcentre. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je m'appuie sur ma respiration, je m'appuie sur mon mouvement du ventre, je me reprends sur mon point de concentration. Donc, je joue en permanence sur ma lucidité, l'acceptation et focus, qui permet du coup de pouvoir méditer pleinement, en sachant que bah, si on n'est pas capable de méditer 10 minutes ou une demi-heure au démarrage, bah, si on est capable déjà de faire 3 minutes en conservant sa respiration, si déjà on est capable de le maintenir régulièrement et qu'on le fait surtout avec plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça... Mhm. Mhm. Et si on y donne du sens, donc en fait on revient aux éléments, c'est donner du sens, avoir du plaisir dans ce qu'on fait, bah, le reste ça va se décliner de façon facile. Ouais, le pourquoi est hyper important, que ça soit pourquoi je vais à l'entraînement, pourquoi je vais faire cette compétition, Exactement. pourquoi je médite. En fait, après, je te dirais pas forcément le pourquoi, parce que le pourquoi, on est sur. Alors, quand je dirais pourquoi en un seul mot, je le mets de côté parce Ouais, qu'on est sur les causes et faut pas démarrer là-dessus. Mais d'accord. pourquoi en deux mots? Il faut Mhm. bien scinder. C'est pourquoi je le fais. Qu'est-ce que j'y gagne quand je fais ça? Quel est le sens que je donne à ma pratique? Alors, je joue un peu sur les mots, mais je pense que ça a du sens, hein. C'est important, ouais, 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 carrément. Yes, et tu parlais juste avant, donc quelque chose qui m'a parlé directement, de la vision qu'on porte sur les événements et sur les choses qui nous arrivent, que ça soit quand on médite ou autre. Il y a un événement que je pense tous les sportifs ont connu et qui est souvent douloureux pour les sportifs, dans la vie d'un sportif, c'est la Mm. blessure. Et j'ai l'impression que la vision qu'on porte sur cet événement, sur la blessure, est est la chose qui va générer de la souffrance, souvent. Bah, après, si tu veux, je pense que, alors, je vais provoquer. Ouais, On est vas-y. responsable de ce que l'on fait. C'est-à-dire que si je me suis blessé, c'est que j'ai ma part de responsabilité dans la blessure. Donc Mhm, déjà, au lieu de dire c'est de la faute des autres, j'ai ma part. Ma part de responsabilité, c'est que peut-être que, un, je suis pas suffisamment lucide, peut-être que je suis mhm. allé, j'étais pas suffisamment prêt, ou peut-être que j'étais trop fatigué et que j'ai pas travaillé suffisamment ma récupération. Et donc forcément, je suis en train d'allumer des petits voyants qui sont en train de me dire je vais vers, en fait. Donc c'est de bien comprendre que Ouais. j'ai ma part de responsabilité. Maintenant, une fois que c'est blessé, bah c'est bon, c'est blessé, on peut plus revenir sur ce qui s'est passé. Donc une Mhm. fois que qu'on est bah ok, je suis lucide, faut que j'accueille, faut que j'accepte en fait cette blessure en disant Ouais. aujourd'hui, bah, si j'ai une entorse de cheville, comment je peux m'entraîner autrement? Et ben je peux soit travailler sur le haut du corps, soit Mhm. je peux faire de la visualisation, de l'imagerie mentale, soit je peux avoir d'autres pratiques, je peux faire de la vidéo. En fait, il y a plein de façons de pouvoir s'entraîner. Et puis, bien sûr, il y a les soins à faire
pour pouvoir se soigner. Ouais. Et puis en plus, se réathlétiser, parce qu'une fois qu'on est soigné, il faut se remettre l'athlète, parce que quand on est blessé, une fois qu'on revient à son état, on a perdu son niveau. Donc il faut se remettre à son niveau optimal pour pouvoir repartir. Et souvent, on a tendance, l'athlète, une fois qu'il est guéri, il pense qu'il est à son niveau optimal. Mais non, il faut se remettre. Donc en fait, il y a encore des étapes à respecter. Et si on le Ouais. prépare dans la tête, si on le travaille, moi j'ai fait avec un athlète du groupe France qui se blesse et qui se désinsère le biceps, si tu veux. Mhm. Donc blessure assez grave Ouais, quand en même. sachant qu'il y avait les championnats d'Europe 5-6 mois après. C'était en janvier et début juin, il y avait les Europes. On a travaillé ensemble on a modélisé son geste, c'est-à-dire c'était tel geste. Il donnait un coup de poing, il avait telle façon de faire et on a décortiqué, on a modélisé. Alors quand je te dis modéliser, on a passé 6 heures à modéliser le geste en disant mais qu'est-ce qu'il y a de... Dans le moindre Alors on détail, a quoi. tout décortiqué de l'appel, de l'environnement, du contexte. Enfin, on est vraiment rentré dans le cœur de la modélisation. Et une fois qu'on a modélisé et Mhm. que c'était au clair dans sa tête, lui, il a fait ses séries de Chikomi, de drill, il a répété tranquillement, et il l'a fait plusieurs fois. Tous les jours, il avait son entraînement à faire. Et quand il est remonté sur le tapis, il m'a dit, mais j'ai l'impression d'avoir rien perdu. Bah, en fait, le cerveau, comme on dit, hein, aujourd'hui, les IRM montrent que quand on visualise quelque chose ou quand on le fait par le corps, c'est les mêmes aires motrices qui sont activées. Mhm. D'accord. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'en restant devant la télé, je vais m'entraîner. Non, ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi passer par l'action parce que c'est le corps qui donne la réponse. Et c'est pour ça que, tu vois, Ouais. j'utilise beaucoup en même temps le profilage parce que le corps nous donne des réponses justes et qu'il faut être à l'écoute de son corps pour savoir ce qu'il y a de ressources pour pouvoir travailler, en fait. Ouais. Et merci Bruno, encore une fois, c'est super intéressant ce que tu nous amènes comme réflexion, surtout sur l'acceptation. J'ai trouvé ce que tu as dit hyper impactant parce que souvent, donc, quand un sportif se blesse, on lui dit bah, il faut accepter, accepte, de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Mais comment en fait, comment je fais pour Ah, accepter? Et je trouvais que ce que tu disais, le fait d'accepter que c'est déjà de sa responsabilité, c'est une super ah ben, piste pour commencer à et puis, accepter. Et c'est parce que justement, elle te permet de réfléchir à pourquoi je me suis blessé. Est-ce que la veille, j'avais mal dormi? Est-ce que mon alimentation n'était pas optimale? Est-ce que j'ai tenté quelque chose de nouveau? Est-ce que j'ai un peu trop poussé? Tu vois, donc le fait, ce que tu disais là, d'accepter que j'ai ma part de responsabilité dans la blessure, elle te permet de te mettre dans de ce positionnement de réflexion de OK, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? J'analyse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis arrivé à cet mais événement-là? en fait, c'est de prendre le temps, à un moment, d'être à l'écoute de ses pensées, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de son corps. Parce qu'on reçoit des messages et aujourd'hui, on est tellement pris par un système où on n'a pas le temps d'écouter. On discute tous, mais on s'écoute Mmh. pas. Et en Ouais. fait, c'est difficile. On n'est pas. Il faut bien comprendre que à chaque information, il doit y avoir réception. Et quand j'ai reçu le message, est-ce que je l'ai bien entendu, est-ce que je l'ai bien écouté, comment du coup je vais l'utiliser à bon escient pour que du coup il soit utile. Ok, je me suis blessé. C'est quel contexte? Ok. T'étais comment aujourd'hui? J'étais fatigué. Pourquoi? Bah, j'ai enchaîné mes entraînements, j'avais mes cours, j'étais en semaine de partiel. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui te manque? Il me manque des phases de récupération. D'accord. Tu vois, et en questionnant comme ça, la personne, elle va faire émerger ses besoins pour créer son système à elle de réponses qui peuvent être le plus adaptées pour être dans les meilleures conditions. Yes. Et oui, oui, encore une fois, beh, l'importance de se connaître, et même sur l'évolution d'une année. Peut-être qu'on va se rendre compte que, arrivé, je sais pas, au mois de juin, c'est souvent là que je me fais des petites blessures et tout ça. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut que j'accentue un peu sur la récupération, sur la préparation, les étirements, je sais pas, tu vois? Et puis aujourd'hui, les sciences de l'entraînement ont montré que, enfin, que ça soit en neurologie, que ça soit en physio, que ça soit en bioméca, etc., que c'est fini les périodes d'entraînement où il faut les bouffer des charges de travail intenses, intenses et Mmh. jamais avoir de phase de récupération. Aujourd'hui, c'est comme si à un Ouais. homme, tu lui demandais de travailler tous les jours sans jamais dormir. Et à un moment, Mmh. le cerveau, il va switcher et puis le corps, il va pas suivre. C'est de dire, Ouais. OK, Et pour la récupération, c'est de l'entraînement. mmh. Récupérer à bon escient, c'est faciliter un entraînement de qualité et il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Alors certes, il y a des périodes où on doit faire de la quantité puisque ça crée une base, mais même à l'intérieur de cette base, il faut savoir aussi moduler les charges d'entraînement,
moduler les intentions d'entraînement, moduler les objectifs. Ok. Ouais. Je fais JJB, je me fais passer la garde, bah oui, c'est normal. Ça fait 1 heure qu'on fait du drill et je suis fatigué. Mais il faut accueillir ce moment-là en disant, bah ok, alors qu'est-ce qui me manque? Comment je peux réagir autrement en fait? Il faut vraiment travailler sur son ego en parallèle. Et c'est difficile hein, quand on se fait passer la garde et qu'on se fait soumettre pendant 1 heure. Il y a des moments où on se dit, bon, bah, ouf. Mais non, bah, ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est parce que j'accueille Ouais. la situation et peut-être que je vais m'organiser, apprendre à travailler autrement. Ouais, et ça me fait penser donc à un élément qui est souvent revenu avec les invités, notamment les préparateurs mentaux qui te disent la préparation mentale, c'est la recherche de performance et de bien-être sur le long Bah, terme. moi, Et qui dit long terme dit justement importance dans la conscience de à quel moment j'ai besoin de récupérer, à quel moment j'ai besoin de plus de repos, à quel moment je peux augmenter le Mmh. rythme. Tu vois, moi, je suis parti d'un principe. Alors, je suis issu de la performance, hein, et aujourd'hui, Mmh. tous mes coachings, tous mes prép avec tous les athlètes, ma règle de base, c'est l'autonomie, la responsabilité de l'athlète. Ça, c'est une priorité. Ils sont responsables, ils sont autonomes, on crée de l'autonomie. Et deux, c'est je privilégie d'abord le bien-être à la performance. Parce que si on Ouais. est bien, c'est-à-dire bien, alors après, on va le définir ensemble, hein. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, Mmh. mon bien-être? Parce que si je suis bien, mon esprit sera disponible, mon corps sera disponible pour aller à la performance. Et souvent, Ouais. en fait, je fais un pas vers la performance et la performance fait un pas vers moi. Donc, en fait, les deux se rapprochent et c'est là où souvent, bah, on tombe dans le flow, enfin, on rentre dans des systèmes qui nous amènent à réussir ce jour-là. Parce que on a fait ce qu'il fallait faire. Et pour moi, aujourd'hui, je leur dis très clairement que l'idée, c'est pas d'aller chercher la médaille à tout prix. Ça m'intéresse pas, donc je travaillerai pas avec vous. Par contre, si vous êtes prêt à travailler, d'être sur le chemin, c'est le chemin qui importe, parce que c'est là où on apprend plus. Mmh. Et si vous êtes prêt d'abord à mettre le paquet sur tout votre bien-être, donc ça veut dire que ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sportif, à partir de là, on peut faire émerger la performance. Yes, carrément. très beau message, merci de le rappeler encore une fois. Hem, quelle a été pour toi la leçon la plus importante que tu aies apprise à travers ton parcours dans les arts martiaux? Alors il y en a 2, je pense. Ouais. La première, c'est de dire, accueillir l'échec. C'est-à-dire: «OK, j'ai Mmh. échoué, mais je me remets en cause dans le bon sens» et pas de voir l'échec comme une fin en soi, si tu veux, en disant: «C'est fini, je suis nul» et cetera et puis du coup se dévaloriser. C'est: «J'ai eu un échec, comment je progresse derrière? Qu'est-ce que je dois corriger?» Donc du coup, tout ce travail de débriefing, de connaissance de soi, d'acceptation, d'accueil et de focus derrière. Et le deuxième, c'est de dire, je dois avoir suffisamment d'ouverture d'esprit parce qu'il y a des choses, parce que mes filtres naturels m'empêchent de regarder dans d'autres directions. Et peut-être que si je regardais, si j'ouvrais un petit peu comment dire, si j'ouvrais mes chakras pour rigoler, peut-être que du coup, je trouverais une solution qui serait peut-être plus adaptée et économique pour moi et donc écologique et du coup, qui serait plus facile. Yes. Ben tu vois, encore une fois, dans ce que tu dis et dans les échanges qu'on a eus déjà là depuis le début du podcast, en fait, j'ai l'impression que derrière cette notion de responsabilité, elle revient beaucoup. Comme si finalement tout ce qui m'arrive, que ça soit l'échec, la blessure, la réussite, tout était de ma responsabilité. Et c'est dur parfois de se dire ça parce que parfois ça peut être la voie de la facilité de se dire ah non, mais là c'était l'arbitre, là c'est le partenaire qui m'a blessé, là c'est pas ma faute. Déjà, ça demande Bah, ça me demande, un certain, je sais pas, un certain courage. Je sais pas si c'est le terme ouais, approprié, mais voilà, ça demande un certain courage, ouais, d'accepter que c'est ma ouais, responsabilité qui est en c'est de jeu, l'humilité, faut être humble. Je peux être champion l'humilité. du monde et demain, bah, je peux perdre parce que je suis pas dedans et puis bah, parce que j'ai ma part de responsabilité. Donc il faut être humble par rapport à la performance et qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que soi. C'est évident. Donc ça veut dire que c'est une remise en cause permanente et qu'à partir de là, si je prends ma responsabilité, si je gagne en autonomie, c'est-à-dire qu'à un moment, je dois apprendre à faire tout seul. Parce que quand on est sur un tapis, les combattants, c'est eux qui bossent. Le coach, il est là pour apporter le petit plus, mais il faut être très honnête.
Là, si je reviens par exemple avec Lolotte, sur les championnats du monde ou sur les jeux, elle était autonome. Moi, le rôle du coach, c'était Mhm. simplement d'apporter le petit plus dont elle avait besoin à l'instant T. Donc après, c'est de la connivence, c'est de la confiance. Mais c'est hyper important parce que les choix, c'est pas le coach qui les fait, c'est la stratégie qui est mise en place et elle est dans l'action et qu'à partir de là, elle doit être suffisamment lucide, donc travailler la lucidité pour dire je change ma stratégie ou j'y vais dans ce sens-là parce que je sais que je dois y aller. Parce qu'on est Ouais. dans Et, l'instantanéité et que l'adversaire en face, il veut la même chose que nous. mhm. Oui, on voit bien donc cette notion-là d'humilité, de responsabilité, à quel point elle est importante. Parfois, on dit ah, il faut avoir de l'humilité, on comprend pas trop pourquoi, mais c'est vrai qu'avoir cette humilité, c'est derrière justement se remettre en question et savoir réfléchir à qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce qui a été, et faire tout ce travail de préparation mentale là, que toi tu fais avec les Ouais, et puis équipes. bah, c'est accepté. Hein, est-ce Mm. que je suis suffisamment lucide? Est-ce que j'accueille cette situation? Parce que c'est difficile de dire que je suis responsable de ce qui se produit aujourd'hui. Ouais. Mais finalement, on ne peut que progresser si on est dans cet Ouais, état voilà. d'esprit. Et puis à un moment, de dire, OK, bah, je suis responsable, mais dans ma responsabilité, j'ai des points forts et j'ai des pistes à améliorer. Donc, au lieu de regarder ce qui va pas et donc du coup de me flageller parce que on va reconnaître que ce qui va pas, il faut aussi s'appuyer sur les points forts. Donc, c'est vraiment ce va-et-vient toujours en responsabilisant, en disant, OK, est-ce que tu t'es appuyé sur tes points forts aujourd'hui? Non, non, pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, j'avais peur, j'étais dans l'émotion, parce que j'étais envahi, parce que j'étais sur l'enjeu et donc du coup j'étais plus sur ce qui était mis en place, j'allais sur autre chose, je prenais une autre voie. Alors des fois ça marche, des fois ça paye, et puis des fois bah ça paye pas. Yes, yes, très 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 beau message aussi. Hem, Quelle a été ta plus grande surprise depuis que tu es, préparateur mental? La plus grande surprise depuis que je suis préparateur mental. Un moment peut-être en particulier où vraiment tu as été surpris d'un résultat, d'une réaction, d'une Bah, je vais dire, je suis surpris à chaque fois. J'attends rien et je ouais, suis toujours surpris de ce qui se ressort. À chaque fois, j'ai attendu quelque chose dans les séances. Il s'est jamais produit ce qui s'est passé, ce que j'avais prévu. Parce que en face, j'ai des personnes qui sont humaines, qui arrivent avec leurs filtres, leurs problématiques, leurs ressources, leur histoire. Et à chaque fois, je découvre des choses et je trouve ça fabuleux en fait. On est tellement riche de ce qui se passe que c'est à la fois enrichissant, mais c'est à la fois très complexe et déstabilisant. Donc à chaque fois, je vis des séances, bah ouais, c'est surprenant. mmh, génial. J'adore ta réponse et justement cette capacité à être surpris, en Il y a, permanence, cette il y a un ouverture peu, d'esprit. tu sais, dans le TEDx que j'avais fait, j'avais parlé, tu sais, du voyage du héros et qu'il y a une partie de nous qu'on Ouais. appelle l'innocent. Tu sais, il y avait 5 personnages, il y a l'innocent, il y a Mmh. ça y est, je les ai perdus. Euh, et Le ouais, il y avait le guerrier. guerrier, il y a le mage, il y a la personne persécutée, et puis il y a le vagabond, il y a le pèlerin. Et à un moment, cet innocent, il arrive et il sait pas les choses. Et en fait, tu es dans une position d'accueil. Donc, tu écoutes ce qui se passe et tu viens pas avec tous tes filtres. Et donc, un peu cette innocence de pas savoir. Moi, je suis pas là pour dire je sais. C'est pas moi qui sais. C'est l'athlète qui a ses réponses et je suis simplement là pour l'aider à faire émerger en fait la situation pour que ça puisse se mettre en place. Ouais, waouh, OK, yes. Et après ce parcours-là hyper étoffé, que tu as aujourd'hui, Bruno, aujourd'hui, c'est quoi ton challenge? Ton plus grand challenge aujourd'hui, c'est quoi? Mon plus grand challenge, moi, je pense que le plus grand challenge, c'est de continuer à être en capacité d'être vraiment à l'écoute des personnes. C'est-à-dire que quand les personnes arrivent, mon challenge, c'est d'être aujourd'hui, je suis neutre pour pouvoir recevoir. Et souvent, quand on arrive, on est impacté par notre journée, on est touché par notre journée. Et du coup, bah, on est plus ou moins disponible. Donc, être en capacité d'écoute de Mmh, la personne, on appelle ça de l'écoute active. Pour moi, c'est mmh, quelque chose qui est compliqué. Alors, que ce soit avec la PNL ou parce que je dois être centré sur les process et sur l'écoute, ou que ce soit, par exemple, avec Action Type, où là où on profile et on doit être dans l'écoute parce que c'est le corps qui va parler, c'est pas les mots qui vont parler. Et donc du coup, il faut être suffisamment disponible à ce moment-là. Et cette disponibilité, pour l'être en permanence, c'est compliqué. Donc oui, si j'avais un gros challenge, c'est d'être en capacité d'être disponible pour pouvoir recevoir l'information
comme elle arrive et pas lui donner d'interprétation parce que je connais, parce que j'ai vécu ou autre chose. Donc c'est une posture qui est vraiment difficile à acquérir. Ouais, sacré Ouais, c'est un challenge. sacré challenge. Yes. Et selon toi, à quoi va ressembler la préparation mentale d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, alors, je suis à la fois très optimiste parce qu'on va utiliser les nouvelles sciences. On va utiliser Mhm. l'informatique, on va utiliser les logiciels. Et puis de l'autre côté, j'ai un peu en disant, ouais, mais on peut pas s'appuyer tout le temps sur comment ça s'appelle, sur un ordinateur, sur des choses, parce qu'il y a aussi le terrain, et c'est pas parce qu'on a travaillé avec un ordinateur que l'ordinateur, il va pas lire les émotions. Mhm. Il va pas lire les pensées. Alors même si on peut avoir de l'information, aujourd'hui on décortique en vidéo tous les gestes, on est capable d'utiliser tous les paramètres, mais il y a quand même un petit peu cet empirisme, cette expérience qui fait qu'on doit mélanger l'empirisme et la nouvelle technologie pour que du coup il y ait fusion entre les deux et que ça soit pas deux mondes qui soient dissociés. Ouais, ok. Donc vraiment fusionner, mais trouver une sorte d'équilibre entre les deux qui servent vraiment le Je vais te terrain, donner quoi. un exemple. Aujourd'hui, tout le monde court avec des montres. Et on te dit, Ouais. ouais, aujourd'hui, je suis à temps, ma variation cardiaque, c'est ça, mon rythme cardiaque, c'est ça. Et à un moment, je dis, pose ta montre. Et maintenant, si on passait par le corps, pour savoir qu'est-ce que ton corps, il te donne, est-ce que tu as la même information? Ouais. Observe-toi. Exactement, donc la connaissance de soi, mais, et du coup, quand ton corps, il fait ça, qu'est-ce que tu ressens? T'as quoi comme pensée dans ta tête? Mhm. C'est Ouais. Ça, la montre, elle le Elle va dira jamais jamais. le dire. Et donc, du coup, apprendre à se connaître. Si je suis capable de faire une course, je fais mon tour de 400 mètres, qu'est-ce que j'ai dans les pattes à ce moment-là? J'ai quelle sensation? Comment mes muscles réagissent? Je suis en situation de Mhm. combat. Ok. Comment je dois réagir? Comment je dois apprendre à me connaître? Parce que du coup, je vais recevoir des signaux. Alors, quand ils sont très gros, on les prend, mais les signaux faibles, on les voit pas. Donc, c'est apprendre à ces fameux Ouais. signaux. Et donc, la technologie, oui, mais il faut qu'elle nous aide. Il faut que ça soit un mélange entre l'empirisme et la nouvelle technologie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Cool. On va arriver vers la fin du podcast. J'ai toujours 3 petites questions que je garde, vers la fin, que je pose à tous les invités. Mais avant ça, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur, la préparation mentale ou peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu penses qui serait vraiment important de Bon, il y a partager? plein de choses, hein. On pourrait partir enfin, Mmh. dans différentes pistes. Après, c'est propre à chacun. Moi, je pense Yes. qu'un athlète qui vient voir un préparateur mental, il faut être au clair dans le cadre de travail, c'est qu'il y a un cadre de travail et que le cadre, il doit être bien identifié. Voilà. Mmh. Et surtout de dire, OK, c'est l'athlète qui sait. C'est vraiment Ouais. l'athlète qui sait. Et le préparateur mental, il est là pour faire émerger des choses et pour lui proposer des outils qui peuvent lui être adaptés ou non adaptés. C'est propre à chacun. Moi, j'ai l'exemple d'une athlète qui me disait la méditation, c'est pas pour moi. Elle a Mmh. gagné son premier titre de championne du monde sans faire de méditation. Avec le temps, on a intégré la méditation et aujourd'hui, elle pratique la méditation tous les jours. D'accord. Mmh. Et elle a eu son deuxième titre de championne du monde. Donc, elle est capable. C'est-à-dire qu'elle a été capable, en fait, de trouver ce qui lui était bon au bon moment. Et il faut Ouais. Et toi, tu as respecté ça au début, tu pas forcé et puis c'est venu, régulièrement, je lui disais, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, c'est pas possible, ça me sert à rien, je suis contre. Bah, ok, t'es contre. Et puis, un jour, elle m'a dit, ouais, ça fait une semaine que je médite. Ah, je dis, bah, raconte-moi, qu'est-ce qui, en fait, c'est quoi le déclencheur? Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui mmh, l'a mis ce jour-là? Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé une ressource pour la méditation, mais si elle trouve cette ressource, ce déclencheur, et qu'elle puisse l'utiliser dans un autre domaine pour autre chose, elle va s'enrichir, elle va gagner en autonomie, elle gagne en responsabilité. yes. OK, super, super, excellent. Hem, OK, beh, petite question pour finir. Bah, déjà, tu disais donc tu lis beaucoup, tu es un grand lecteur, donc si tu avais un livre à recommander aux auditeurs sur, la préparation mentale, le sport, la méditation? Alors, il y a plein de livres, hein, il y a vraiment plein de livres. Mais Si on doit en choisir un pour ce eh ben, si je vais en podcast. choisir un, ça s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Mmh, OK. C'est un, c'est Il un est tout là. petit livre. Il fait quoi? Il y a 100, allez, 110, 120 pages.
C'est écrit en 14, Ouais. c'est un conte. Moi, j'ai lu une dizaine de fois. Je l'ai donné à lire à des athlètes. Et à partir de Yes. là, ils le lisent. Et une fois qu'ils ont lu le livre, euh, on fait émerger des choses. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils utilisent ce livre en fait. C'est la façon dont tu les. Pourquoi? Parce que les livres, on les lit. Puis une fois qu'on les a lus, on les a mis dans la bibliothèque. Mais en fait, ok, c'est sympa, je l'ai lu, mais t'en ressors quoi en fait? Mhm. Ok, Comme génial. C'est ce genre de livre donc que tu lis et chacun va en extraire quelque chose de différent et même tu peux le relire d'une année sur l'autre, tu vas trouver une nouvelle moi, tu vois, je me chose. suis même pas rendu compte que il y avait autant de personnages dans le livre en fait. Au fur et à mesure, j'ai dit mais j'avais Mhm. pas vu celui-ci, toi. En fait, c'est parce que j'étais j'étais pas prêt à l'époque. Et je pense que les livres sont là pour faire émerger les choses quand on est prêt à le voir. Tu lis un livre, tu le relis un an après, tu vas pas lire la même chose. Et des Ouais. ouvrages, alors soit c'est des ouvrages, ça peut être des ouvrages tout simples comme celui-ci, c'est des contes, hein, donc c'est adapté aux enfants comme aux adultes. Et puis après, il peut y avoir d'autres livres qui sont plus techniques. Voilà, ça dépend en fait. Ce que je fais souvent quand je fais l'anamnèse, quand je les questionne, hein, je dis qu'est-ce que vous aimez lire. Puis après, mon Mhm. rôle, c'est à moi de savoir et si je propose et la personne, elle dispose. Et si Ouais. ça convient pas, il y aura forcément autre chose. Et après, une fois qu'on a trouvé ce qui l'intéresse, et bah du coup, on amorce la pompe. Et une fois que la pompe est amorcée, après, si les gens veulent pas lire, et bah, faut pas obliger les gens à lire. On peut Ouais. faire autre chose. Mais c'est top parce que toi, en tant que grand lecteur et peut-être tu as une connaissance de beaucoup de livres et tout ça, tu recommandes, Ah, tu ouais, proposes en tout cas des lectures aux athlètes que tu bien sûr. accompagnes. Et puis, comme on parlait de blessures tout à l'heure, pendant Mhm. que je suis blessé, je peux lire. Quand je suis dans le Ouais. bus parce que je pars Ouais. en compète ou que je suis dans l'avion à traverser le monde, à un moment, la lecture, c'est toujours possible. Aujourd'hui, tu sais, on est Ouais. abasourdi par les écrans. Ça crée une fatigue Mhm. nerveuse Ouais. importante. La lecture, ça a été prouvé comme quoi c'est quelque chose qui recentre. Ça, ouais, ça déstresse, ça ressente, ça détend. Voilà. Après, ça peut être, si pour certains qui préfèrent les poèmes, ça peut être des poèmes. Pour d'autres qui préfèrent des. Mhm. C'est à chacun de trouver ce qui lui convient, de créer sa Yes. propre routine de réussite, en fait. Génial. En tout cas, moi, je peux que vous recommander de lire parce qu'on apprend énormément de choses sur soi, même Ouais, en bien lisant. sûr. Et puis, ça peut être des bandes dessinées, hein. Il y en a qui sont passionnés par la bande dessinée. Moi, j'ai Ouais. commencé, j'étais passionné de bande dessinée et aujourd'hui, je lis toujours les bandes dessinées, mais je rajoute encore plus ça parce qu'il y a plein de choses. Mhm. Et puis, la télé, bah, c'est devenu très peu. Yes, yes. Donc la recommandation de Bruno, c'est Le Chevalier à l'armure rouillée. Je vous remettrai tout ça dans la description. Deuxième petite question, si tu pouvais me recommander un invité pour parler sport, préparation mentale et méditation? Bon, Anthony, tu l'as eu. Euh, Peut-être un sportif sinon, euh, aussi? Enfin, ça peut être un coach, un sportif, un préparateur Préparateur mental, mental. ça peut changer. C'est Philippe Houssin avec qui j'étais formé sur Action Type. Et en fait, c'est comment on utilise le corps euh, pour, euh, pour se comprendre et mieux se connaître. OK, génial. Philippe Voilà, Houssin. je te donnerai les coordonnées, hein, y a aucun souci. Et en fait, que quand on s'enrichit de tous ces domaines, en fait, moi, ce que Anthony m'a apporté, ce que Philippe m'a apporté, en fait, après, je construis ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui et comment j'apprends. En fait. Eh oui. Bien sûr, on est la somme de toutes ces influences, de tous ces modèles, de Exactement. Et puis après, il y a le formateur en PNL. Mais c'est pareil. En fait, je m'inspire. Et puis surtout, je suis capable de dire aujourd'hui, si j'ai besoin de revenir vers eux parce que j'ai une lacune ou je sens que j'ai un moment, j'ai un doute, et ben, c'est faut que j'y aille. Et mmh je me donne cette autorisation de dire j'ai le droit de pas savoir. ouais, yes. Dernière petite question, en lien avec, le thème et les championnats d'Europe. Si on pouvait retenir là un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien, ça serait quoi? Alors, si j'avais un conseil, et je pense que j'aurais dû me l'appliquer quand j'étais athlète, euh, c'est quand je m'entraîne, j'ai une intention et j'ai de l'attention. Alors quand j'ai une intention, c'est-à-dire je sais pourquoi je viens, qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai un objectif,
et ensuite je m'entraîne avec attention, c'est-à-dire je suis dedans. C'est-à-dire que quand je fais mon drill, je suis pleinement dans mon drill. Je suis pas la tête à l'extérieur. Et que pour moi, les deux sont vraiment associés et fonctionnent à l'unisson pour que du coup, ça crée une harmonie dans le travail. Parce qu'on peut venir sans objectif et s'entraîner, donc ça sert à rien. Si de l'autre côté, j'ai mon objectif, mais que j'ai pas la tête à ce que je fais, ça sert non plus. Donc, c'est de pouvoir lier l'intention et l'attention en permanence. Et Yes, voilà, c'est tout génial. simple, en plus, on a tout ça à disposition. Après, si on n'est pas capable de le faire pendant toute l'heure, c'est pas grave. Mais si on l'a fait déjà au moins 5 minutes, c'est qu'on a déjà réussi à faire ça et que la fois d'après, ça sera 6, tu vois, 7, et puis ça va augmenter. Ouais, et même justement se rendre compte, ah ben là j'ai un peu perdu mon attention, ma concentration, allez, je me remets Ouais, dedans. voilà. Et donc, du coup, on revient sur la C'est- méditation, on revient sur ce qu'on a déjà dit, sur les grands préceptes qui ont été annoncés par tout le monde depuis le début, hein. Yes. Ben écoute, merci Bruno, on arrive à la fin du podcast. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet échange, ta vision qui est pleine d'humilité, pleine de bon sens et d'expérience, très riche aussi. Vraiment bravo, respect à toi pour ton parcours et que du bonheur, que du bon pour la suite, quoi. Ben, merci à tout le monde. Et puis, c'est de l'échange, c'est du partage. Et c'est parce qu'on partage nos connaissances qu'on s'enrichit des autres, hein, voilà. Et puis, souvent, on fait des rencontres. Et Yes. c'est parce qu'on fait des belles rencontres que, bah, du coup, ça permet de pouvoir changer et avancer. Donc, et en plus, ce que tu es en train de mettre en place, c'est génial parce qu'on est tous d'univers un petit peu différents. Il y a une passion qui nous anime tous, soit la prépa mentale, soit la méditation, soit le JJB. Et du coup, bah, c'est en créant je veux dire, un réseau, un tissu. Et en travaillant ensemble, on n'est pas concurrentiel. Au contraire, on est là pour travailler en équipe. Et c'est parce qu'on travaille, parce qu'on a nos spécificités, qu'on va s'enrichir. Et qu'au bout du compte, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment penser que c'est l'athlète qui réussit. Génial. Ben, le message est entendu et passé. J'espère. Très beau message encore une fois. Si on veut te retrouver ou peut-être te contacter, est-ce que tu as des Je réseaux, suis pas très des... réseaux sociaux. Je suis plutôt Ok, simple. ok. Donc, c'est soit sur mon mail personnel à brunolegal007@gmail.com ou mon numéro de téléphone, Yes. s'il y a besoin, il n'y a aucun Ok. problème, que tu peux communiquer. Là-dessus, ça va tout seul. Ok, parfait. Ben écoute, merci encore Bah, Bruno. Très bonne continuation. Merci pour cet échange et je te dis à une prochaine. merci et merci pour tout ce que tu offres à tout le monde. Bravo à toi en tout cas. Je t'en prie, c'est un plaisir. Allez, à bientôt. Bonne Ciao, soirée. ciao. Salut. Ciao.